Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Brochu en direct. Cette fois-ci, j'ai avec moi Jean-Claude Pomerleau qui va venir nous expliquer l'entrevue, les deux entrevues que Vladimir Poutine a données, une à Tucker Carlson et quelques jours après à un média russe où Vladimir Poutine fait mention de la fin de l'empire des vampires. Alors, sans plus tarder, j'ai avec moi Jean-Claude Pomerleau. Salut Jean-Claude. Oui, salut tout le monde. Hey, Carl, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une capsule. Et moi, j'avais retenu cette déclaration-là de Poutine parce que c'est un joueur clé. C'est le maître de l'horloge. OK? Et avec Tucker Carlson, moi, je retiens un mot de ça. C'est qu'il a dit le fait que en réalité, les Américains ont poussé le conflit en Ukraine avec le coup d'État, etc., c'était une erreur historique. Mais ça n'a pas été développé dans cette entrevue-là. Dans une autre entrevue, Poutine va dire, avec un média russe qui probablement avait plus de culture, puis l'a emmené plus loin, euh, c'est la fin des 500 ans de l'empire du vampire, de vampire. Et là, on comprend que ce qu'il disait, il n'était pas en conflit avec les Ukrainiens, mais au travers des Ukrainiens, avec l'OTAN et tout le système derrière l'OTAN, l'empire. C'est ça, là. Et C'est ça donc, que tu vas nous expliquer, là. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cette capsule-là, puis tu vas nous expliquer là l'historique de cette fameuse empire des vampires-là. ouais, pourquoi qu'il réfère à 5 siècles? Et ça commence avec une déclaration, une citation qui est attribuée à Walter Raleigh, l'anglais, et qui dit que celui qui contrôle la mer contrôle le commerce et contrôle le monde. Et ça a une implication parce que dans le déroulement de ces 5 siècles-là, on arrive à quoi? On arrive à l'Empire maritime qui vise le contrôle total, c'est le globalisme anglo-saxon et c'est le rule-based order, hein? L'ordre par les règles anglo-saxonnes à l'échelle de la planète et ce qui s'y oppose. On comprend? Oui. Donc, un droit anglais qui s'oppose à quoi? Au droit continental. Et là, Valérie Bugeaud, que tu as reçue, elle, c'est une des meilleures analystes sur ce thème-là. C'est la différence entre ces deux ordres de droit-là. Et Walter Raleigh, c'est fin du 16e siècle, même époque, sur le continent, il y a Henri IV, il y a une citation d'Henri IV, c'est il n'est d'irrémédiable que la perte de l'État. Alors donc, l'État, le droit continental, les États s'opposent à la volonté de domination des Anglo-Saxons et c'est ça qu'on voit 5 siècles plus tard. On voit la France qui a abandonné sa souveraineté pour devenir une province du fédéralisme européen et les conséquences. Donc, il y a quelque chose d'irrémédiable quand tu abandonnes l'État souverain. Tu vois Oui. le lien? Et là, ça se passe à la fin du 16e siècle, ça. Oui. Mais on voit aujourd'hui l'actualité de ça, et tout ça est tenu par la géographie. Maintenant, il y a, de par sa situation géographique, l'Angleterre avait comme une vocation de devenir une puissance maritime. Mais il y aurait pu avoir un clash entre cet empire-là et un autre de l'autre côté du monde, en Chine, parce que il y a eu, au 15e siècle,
l'empereur Zheng Yi, Z-H-E-N-G, H-E, Zheng Yi, qui avait une flotte autrement plus impressionnante que les Anglais et qui a décidé de la brûler. Il va la brûler parce qu'il y avait des problèmes intérieurs à l'Empire. Et donc, pour refaire la cohésion de l'État, il va brûler cette flotte-là. Que le rendez-vous entre ces deux mondes-là, il a été remis de 5 siècles. Et aujourd'hui, les bâtiments, la flotte de guerre de la Chine est plus importante que celle des Anglo-Saxons, les Américains, en fait. Ah oui. Oui. Alors, tout ça pose les bases de ce qu'on vit actuellement. Et donc, quand Poutine fait référence à ces 5 siècles-là, c'est très précis, là. On rentre dans le développement. Maintenant, l'Angleterre va développer son empire maritime. Mais sur le continent, et on revient, Mme Bugeaud, sur le droit continental, à la fin de la guerre de 30 ans, il est arrivé un traité, le traité de Westphalie en 1648. Et là, les États décident qu'ils vont régler leur affaire entre eux sur la base du respect de la souveraineté des États. Il faut retenir ça parce que ça va revenir beaucoup plus tard, à la fin de la Deuxième Grande Guerre, quand ils vont reconstituer les Nations Unies sur la base exactement de Westphalie. Du respect des souverainetés des peuples, c'est ça? Exact. La souveraineté des États. Des États, oui. Oui, excuse, oui. Différence. Donc, les Anglais, 16e, 17e, 18e, à un moment donné, ils développent un empire sur lequel le soleil ne se couche pas. Et là, arrivé jusqu'au 20e siècle, au début du 20e siècle, on a le géographe Mackinder, l'anglais, début du 20e siècle. Lui, il voit que l'empire maritime s'est développé et que tout ce qui peut s'y opposer, c'est, d'un point de vue géographique, ce qu'il appelle, lui, l'île-monde, l'Eurasie. Donc, l'Eurasie et comment les contenir. Et c'est aussi un moment où le centre de gravité de l'Empire maritime va tranquillement passer de l'Angleterre vers les États-Unis. Alors, donc, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est comment tu contiens l'île-monde. Mm-hmm. C'est là qu'arrive Nicholas Spikeman, autre géographe, qui aux États-Unis, qui est le père du réalisme politique. Et lui, il va dire il faut contenir le rimland. Le rimland, ça vient de lui. C'est tout ce qui est autour. Et si on regarde le rimland, le pourtour de l'Eurasie, et si on regarde aujourd'hui où sont les points de tension, de conflit, c'est exactement dans le rimland. Okay? Oui, on l'a abordé souvent, ça, Jean-Claude. Oui, oh, c'est ça. Les gens, là, ils commencent à être familiers avec ça. Et puis, donc, mais lui, il arrive avec quelque chose d'autre aussi. C'est, il dit que la projection de puissance n'est pas là pour servir la morale, mais le contraire. Alors, c'est très important. Et lui, il apparaît dans le contexte de la Deuxième Grande Guerre. La Deuxième Grande Guerre se termine par un équilibre de force entre l'URSS et la puissance maritime. Sur le théâtre européen, c'est ce qui mène, c'est ce que je disais tantôt, à la Charte des Nations Unies, là où on revient, à cause de l'équilibre des forces, au respect des statuts de souveraineté pour régler les affaires entre États. C'est la Charte des Nations Unies. Okay? Maintenant,
cette charte-là, elle va tenir dans la mesure où il y a un équilibre des forces entre l'URSS et le monde libre, entre guillemets. On comprend? Les Américains. OK? Maintenant, quand l'URSS implose, parce que c'est une implosion qui s'est déroulée, ils ne sont pas disparus suite à un conflit, ils sont tout simplement implosés de l'intérieur. OK? Et donc, là arrive la posture américaine à l'effet qu'il n'y a plus d'opposition, il y a un déséquilibre, et le déséquilibre va mener à la marche de l'empire du chaos. Parce que les Américains vont se dire, il n'y a plus personne qui peut s'opposer à nous. Et là, on a des doctrines qui viennent avec le New American Century, etc. La fin de l'histoire aussi, là, il y en a un qui avait écrit ça. La fin de l'histoire, tout s'ensuit de cet effondrement-là dans l'équilibre des rapports de force. Tout s'ensuit. Alors donc, ce qui s'ensuit, c'est que la Charte des Nations Unies, l'équilibre des forces qui avait produit cette charte-là, le respect de la souveraineté des États, là, ça ne tient plus. Mais comment justifier que tu vas intervenir dans la politique interne d'États souverains, alors que la Charte des États-Unis, des Nations Unies te l'interdit? Ouais. Parce que, non, mais là, la Charte a perdu son effectivité. Alors, c'est là qu'on revient avec les discours sur la morale, les raisons d'intervenir dans différents coins de différents États, c'est qu'ils ne respectent pas la morale. Autrement dit, il y a des dictateurs qui tuent leur peuple et que là, il faut aller les protéger, ces peuples-là. Et donc, ça nous vient de où? Ça nous vient des Médecins sans frontières. Le fameux docteur Kouchner. OK? The right to protect, le droit de protéger. Alors donc, c'est le droit de protéger qui va être invoqué pour intervenir dans différents États, et entre autres au Moyen-Orient. Et la première victime de ça, c'est la Yougoslavie, la Serbie. Et puis toi, tu reçois un invité, Yves Bataille, vraiment là, il y a une maîtrise du dossier parfaitement, là, pour que les gens peuvent écouter. Mais gars, c'est ça, là. C'est que là, on décide qu'on intervient en violation de la Charte des Nations Unies, qui est le traité de Westphalie de 1648, qui est l'équilibre des forces après la guerre. Et donc, là, on s'avance et on a 2-3 cas où l'hypocrisie, le masque tombe complètement. On a Madeleine Albright, après l'intervention en Irak, elle est interviewée par une journaliste américaine. C'était à l'époque où il y avait encore des journalistes. Et puis, elle demande, cette journaliste-là, il y a eu 500 000 enfants qui sont morts du fait de l'intervention américaine. Est-ce que ça en valait la peine? Et elle répond, oui, ça en valait la peine. It was worth it. C'est ça, ces mots. OK? Non, mais là, tu te dis, wow, ça devrait être relevé. On comprend que si Poutine avait fait cette déclaration-là, on l'aurait relevé. Maintenant, il y a un autre élément dans le dossier, c'est le général 4 étoiles Wesley Clark. Lui, concernant la marche de l'Empire au Moyen-Orient, ce qu'il dit, c'est qu'en 2002, il était à Washington, il était dans les offices, il avait accès, et on lui a produit un document, l'effet que dans 5 ans, il y aurait 7 pays qui seraient attaqués par les Américains. Toujours sous le même prétexte, le droit de protéger, puis regarde, la morale, puis il faut défendre la démocratie, puis tout ça. Au bout de cette marche-là de l'Empire du chaos, tu as des millions de morts, des millions de déplacés, des pays détruits, tu comprends? Mais c'est une cause juste.
C'est une cause juste. Et donc, on avance comme ça, et puis arrive le moment où la Russie, qui a été, disons, ébranlée par l'effondrement de l'URSS, qui s'est ramassé vraiment dans le ballot, et puis qui a eu à remonter, et puis la volonté des Américains d'imposer le full dominant spectrum, la domination dans tous les spectres, OK, pour qu'il n'y ait jamais une puissance qui puisse monter en force à tel point qu'elle puisse mettre en cause la volonté de domination pour imposer le rule-based order. OK, l'ordre par les règles américaines. Tu te souviens de Mme Bugeaud quand elle disait qu'ils ont changé le droit par des règles? Tu te souviens de ça dans l'entrevue? Oui. Ça, c'est très important, ça. Parce que là, le droit n'existe plus. C'est les règles, puis c'est les règles de qui domine. Et donc, eux pensent qu'ils dominent. Donc, la suite de l'histoire, c'est qu'on arrive présentement à la situation actuelle. Cette situation-là, les néocons américains, parce que là, il y a quelque chose qui se produit quand le globalisme s'installe et que les États renoncent à leur souveraineté. Tu as une gang de néocons qui viennent au centre du jeu puis qui vont provoquer une dynamique politique qui est extrêmement grave, dans leur volonté de domination. Sauf que, avec le temps, l'évolution des rapports de force s'est faite et pas en faveur des Américains. Donc, et là, on arrive à la situation en Ukraine, et là où les Américains, on est sur le pourtour, le Rimland, hein? Le Rimland par excellence, c'est l'Ukraine. Hein? Et donc, les Américains décident qu'ils vont sacrifier l'Ukraine pour quels sont leurs objectifs réels politiques dans leur fantaisie. Peut-être user la Russie, créer des conflits à l'interne, amener un éclatement interne de la Russie, etc. Peu importe, leur appréciation des rapports de force en présence, c'était pas clair. Là. Il y avait juste, en 2016, Obama qui avait donné cette fameuse entrevue-là, qu'on a repris, nous, dans nos capsules. En 2016, il dit la domination sur la capacité d'escalade concernant l'Ukraine et la Russie va toujours être du côté de la Russie. Il n'y a rien qu'on peut faire. C'est lui qui dit ça. Okay? Mais lui, c'était le président des États-Unis, alors que les néocons venaient en 2014 de faire leur coup d'État et continuaient à pousser pour arriver au conflit de 2022, qui était inévitable. Et puis, donc, la situation, ça, c'est sur la situation qui évolue en Ukraine. Nous, ce qu'on a fait, c'est plusieurs capsules, entre autres, à partir du moment où c'est clair que les États-Unis ont posé un piège infernal à tout le monde là-dedans, c'est-à-dire la Russie, l'Ukraine surtout, qui va se sacrifier dans cette tragédie-là, et la Russie qui est obligée de répondre, qui n'a pas le choix de répondre, dans le cas de la poussée des Ukro-nazis vers le Donbass, la population russe qui habite là. Et donc, là, l'Europe, ils vont suivre parce qu'ils ont perdu leur souveraineté. On rappelle Henri IV, hein? Ouais. Il n'est irrémédiable que la perte de l'État, et ils ont perdu cet État-là. Et là, on a présentement une élection au premier tour au moment où on enregistre notre émission. Et puis, gare, ça va être un long parcours pour revenir à la récupération de l'État, d'instruments de puissance de la nation française. Là. Okay? On commence à comprendre Henri IV, là. Oui. On est avec Henri IV, mais Henri IV, c'est tellement vrai que ce qu'il dit. Tu comprends? Ouais. Tu abandonnes l'État souverain, ce qui va suivre, c'est pas beau. Tu comprends?
le monde va avoir à souffrir parce que c'est la fonctionnalité de l'État qui est en cause. Puis ça, c'est au centre de toutes les dynamiques politiques internes aux États. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, ça brasse. C'est ça. Ah oui. Alors donc, on a ce conflit-là, on a dit, ils sont dans un piège, les Américains ont tout ramassé, on avait fait une série de capsules là-dessus, et les Américains, à un moment donné, printemps 2023, c'est clair que les Américains, après avoir tout ramassé, ils ne veulent pas ramasser le passif. Tu comprends? Ouais. Ce qui va découler de la suite. Ça, c'est Ils avaient atteint intéressant. leur objectif, entre autres avec le Nord Stream, qui avait coupé le vieux continent. C'est leur objectif, c'était de vendre des armes, couper les liens de l'Europe avec la Russie, parce que si ce lien-là s'établit, les États-Unis sont marginalisés sur la planète. Okay? C'est très important de retenir ça. Et puis, il y a le coût de l'énergie. Et en plus, les Américains ont un programme de subvention à hauteur de 700 milliards pour tirer les bases manufacturières de l'Europe vers les États-Unis. Alors, avec des amis comme ça. Hein? OK? Ah oui. Donc, pour ce conflit-là, il a évolué et puis on disait les États-Unis cherchent une sortie de secours. La capsule, c'était le piège infernal, la sortie de secours. Les gens peuvent trouver ça. Ils vont voir exactement qu'au printemps 2023, tout ce qui allait se développer était précisé là. Le cadre de la dynamique politique était précisé là. On vit avec ce qu'on a enregistré. Alors donc, après ça, les Européens ont eu à prendre en charge la suite. Et ça, c'est l'autonomie stratégique de l'Europe, la forteresse européenne, et puis toutes les gesticulations de Macron, vote en guerre avec 100 moyens. Là. Tu vois, hein? Alors, c'est ça. Et là, on arrive à un moment où la négociation se fait dans quel terme? Et là, on revient avec un autre mot dans la deuxième entrevue de Poutine avec les médias russes. Lui, Poutine, depuis le début, milieu décembre 2021, 2 mois avant l'entrée des Russes en Ukraine, déposé une proposition de traité pour l'architecture de sécurité en Europe. Okay? Et donc, ça a été rejeté. Et on en avait parlé à l'époque. Et puis, je t'avais dit, c'est un acte de reddition pour l'OTAN. Il veut finir avec l'OTAN, avec ce traité-là. Là. Okay? Il ramène les Européens au centre du jeu, puis l'OTAN n'existe plus. Tu es obligé de reculer, juste sur la base d'une proposition de traité. C'est un acte de reddition. Donc, c'est ça. Donc, les négociations sont prises entre cette proposition de traité-là de sécurité en Europe et dans l'entrevue, c'est à la fin de l'entrevue avec Carlson, il dit le mot dignité. Les Américains cherchent la voie de sortie, c'est confirmé, mais ils ont un problème, ils veulent sortir avec dignité. Or, dans les termes de Poutine, ils ne peuvent pas sortir avec dignité. Les négociations sont prises entre la proposition de traité de décembre 2021 et ce mot-là, dignité. Et la tension monte parce que les Otaniens sont obligés d'en rajouter, tu comprends? Ouais. Pour prendre une posture de négociation. Et dans ce petit jeu-là, ils ont amené l'autorisation d'utiliser les missiles de longue portée. Ils ont allongé de 150 à 300 km. Il y a ces missiles-là, c'est de la haute technologie que les États ne cèdent pas à un tiers.
pour qu'ils s'amusent avec. Oui. Okay? Ce serait très simple à comprendre. Si tu donnes ça à un groupe ukrainien puis s'en vont le vendre aux Russes, ils vont avoir 50 millions, beau. Oui. C'est cadré par les forces otaniennes. Et donc, les forces otaniennes frappent le territoire russe. Là, on est proche de l'article 5. Okay? Oui, on est là-dedans, là. Oui, et donc, en Crimée, il y a ces missiles-là, ATACMS, américains, opérés avec le concours des Américains, qui frappent, puis qui, là, fait des morts sur une plage, et là, rien ne va plus. Et les Russes convoquent l'ambassadrice américaine à Moscou, et puis ils disent, regarde, vous vous exposez. Parce que si vous donnez des armes comme ça pour attaquer la Russie à un proxy, on peut faire la même chose. Et les Russes ont plusieurs proxys sur des zones très sensibles pour les Américains, en particulier au Moyen-Orient. Dans le cas du Yémen, entre autres, peux-tu expliquer? Ben oui, parce que le Yémen, quelques temps après, il envoie un hypermissile frapper une cible. OK? Sans grande conséquence, mais c'est un missile bas de gamme, 5 fois la vitesse du son. Alors que les hauts de gamme, c'est 15-20 fois, puis il n'y a rien à faire. Tu peux juste faire ta prière. Tu ne peux pas l'intercepter. Ouais. Alors donc, les Américains, ils ont vu la perspective que on n'est pas tant dans un rapport de force si favorable que ça, dans ces petits jeux-là. Et donc, il y a eu un appel du secrétaire de la Défense américaine à la ministre de la Défense russe. Qu'est-ce qu'ils sont dit? On ne sait pas, concrètement, mais l'appel a été fait à la demande des Américains. Mm-hmm. OK? Et en même temps, et ça nous permet de traverser l'autre bord, mais concernant le Moyen-Orient, là, la situation qui se présente est peut-être encore plus grave dans ses perspectives que celle de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que tu as Netanyahou, tu as un passé historique là, profond, là, je veux dire, dans les affects, etc. Et puis, la mainmise contrôle l'influence sur l'État américain, tu comprends? Il y a ça qui joue. Et là, lui, il veut aller attaquer, en finir avec le Hezbollah. Le Hezbollah qui présente une capacité de nuisance très, très élevée. Très, très élevée. Et donc, lui, Netanyahou, il veut s'en aller au Liban. Lui, l'espérance qu'il a, c'est qu'au Liban, le Hezbollah, il y a des ennemis intérieurs et que là, ils l'ont fait en 2006, cette guerre-là de 2006. Ils ont bombardé des infrastructures libanaises, etc. Ils font payer le prix aux Libanais qui ne sont pas liés au Hezbollah dans l'espérance et en leur fournissant des armes d'avoir une espèce de guerre civile là, en même temps qu'eux attaquent. Mais le problème, c'est que attaquer le Liban en profondeur, c'est la ligne d'engagement. La ligne d'engagement entre le Hezbollah et l'Israël, c'était limité aux frontières, mais là, à partir du moment où il frappe en profondeur au Liban, le Hezbollah frappe en profondeur en Israël. Ouais. Et rentre dans le jeu la déclaration de la diplomatie iranienne aux Nations Unies, une déclaration officielle, à l'effet qu'ils vont rentrer dans le conflit à ce moment-là, avec une oblitération. Le Hezbollah a dit qu'ils vont frapper partout où ce que peut venir l'offensive, entre autres à Chypre, où les Anglais ont une base depuis la déclaration d'indépendance, et c'est par là que transitent la plupart des armes vers l'Israël. Là, et puis là, tu as les Houthis, et puis là, tu as les forces qui sont en Syrie,
en Irak, qui ont arrêté d'attaquer, harceler les bases américaines. Et là, tu as tout ce potentiel-là. Et là, tu as l'Iran qui a la capacité de bloquer le détroit d'Ormuz. Oh. Quelles conséquences ça pourrait avoir, ça? Ben, c'est que 20-25% du pétrole passe par là. Et là, c'est évident que tu auras une hausse marquée du prix du pétrole, donc une hausse de l'inflation, donc une hausse du taux d'intérêt. Et l'Occident a des dettes jusqu'au plafond. OK? Puis le cas de la France, entre autres, est critique. OK? Il y a Bertrand Monod, sur MONOT, sur TV Liberté, qui fait cette analyse-là. Tu es très précise, tu comprends? Alors, c'est très sérieux, c'est très grave. Et donc, les Américains, qui sont conscients de ça, ils ont dit aux Israéliens, gars, allez pas là parce que on a la communication, on a la certitude que l'Iran entre dans le jeu. Là, tu as un conflit de haute intensité dans cette région-là qui, pour l'Israël, peut juste finir au nucléaire. Ils ne peuvent pas mener ce conflit-là. Ils n'ont pas été capables de régler le cas dans X mois du Hamas à côté, qui sont encerclés. On voit? Alors donc, c'est ça. Alors, tout ça nous mène à l'autre volet, parce qu'il y a un autre volet à la fin de l'Empire, OK? Le Vampire, 500 ans plus tard, la fin, c'est la guerre économique. Cette guerre économique-là, elle joue sur l'instrument de domination numéro 1 des Anglo-Saxons, l'unité de compte, l'unité de compte, parce que la mer porte le commerce, l'unité de compte, donc le statut de monnaie de réserve du dollar US et le vecteur du dollar qui est une capacité pour les Américains de projeter leur juridiction à l'extérieur. Tu comprends? Oui. Pour faire des sanctions contre un, contre l'autre, etc., pour étrangler des économies, etc. Mais dès que les BRICS qui sont en train de se reconstituer, puis que là, ils ont saisi les fonds extérieurs russes, particulièrement en Europe, il y a 300 milliards saisis-là. Les Américains, c'est 7-8 milliards, ça ne compte pas. Mais là, ils ont commencé à gruger là-dessus pour faire des emprunts, les Européens, faire des emprunts pour aider l'Ukraine, mais qui vont payer les intérêts avec les intérêts que rapportent les fonds russes qui sont gelés. Là. Autrement dit, ils viennent de commencer à voler l'argent. Et là, quelle crédibilité pour l'euro si un État met des fonds dans ces zones-là qui peuvent être saisis parce qu'ils n'aiment pas ta politique ou peu importe la raison. Tu comprends? Ben oui, ça affecte la confiance des investisseurs directement. C'est ça. Au moment où ils pilent les dettes. OK? Tout ça, tu comprends? Et là, va avoir lieu le sommet des BRICS. J'aimerais finir là-dessus. C'est au mois d'octobre, mais il va y avoir une rencontre préparatoire au mois de septembre. Et là, les Russes sont les architectes d'un projet de monnaie, unité de compte, et qui s'appelle le UNIT, U-N-I-T. Vous faites ça, là. UNIT, OK? Et là, les Russes sont en train de faire l'architecture de ce système-là. Alors, pourquoi que ce n'est pas les Chinois qui pèsent beaucoup plus lourd au point de vue économique que les Russes? C'est parce que dans les BRICS, la doctrine, c'est le souverainisme. Et donc, protéger la souveraineté des États. On comprend? Henri IV. Tu vois? Henri IV, Zheng Yi, l'empereur. OK? Et donc, protéger la souveraineté des États, tu ne peux pas permettre aux Chinois d'être dominants avec la monnaie, parce que la monnaie, ça sert juste d'unité de compte et non pas d'instrument politique de domination comme les Américains ont utilisé. Ah oui.
l'Ukraine. Ben oui. On est là-dedans. On est là-dedans. Et là, suite à. On devrait avoir un changement de paradigme sur la négociation concernant l'Ukraine. Parce que, et dès que la Crimée a été touchée, les missiles longue portée américains avec la complicité américaine, etc., la réaction russe, là, par hasard, Zelensky, qui a voté une loi pour dire qu'il est interdit de négocier, il nous dit qu'on va négocier, il y a un plan qui va se préparer d'ici la fin d'année, naturellement, en perspective, avec un changement de garde aux États-Unis qui emmènerait Trump, qui serait beaucoup moins patient avec lui que d'autres ont pu l'être. D'autant plus que Trump n'est pas lié avec les liens d'affaires du fils Biden avec l'Ukraine. On comprend? Ah oui, hein? Non, lui, il nettoyerait le tableau, là. On comprend? Oui. Là, il sortirait toutes sortes de documents, etc. Bref, ce qu'on a, c'est que tout se met en place pour qu'on puisse dire, on ne peut pas dire dans 6 mois, dans 1 an, mais les conditions sont réunies pour que le vampire, 500 ans plus tard, arrive à la fin. C'est tellement ça qui se passe actuellement, puis tu l'as écrit il y a quasiment 3 ans. Pourrais-tu, en guise de conclusion, nous répéter ce constat-là que tu étais à même de faire là, au début? Oui, ben c'est ça. C'est sur le site vigile.québec. Le basculement du monde a commencé. C'était exactement publié le jour où la Russie entre en Ukraine. Et donc, le monde va se fracturer sur des bases continentales et civilisationnelles. C'est ça la conséquence de la fin de l'Empire. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude. C'était vraiment éclairant, puis on suit ça encore de près. Merci pour cet exposé.